Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le Grand Journal, l'édition phare de Swag Radio, une plongée au cœur de l'actualité mondiale avec rigueur, clarté et engagement. Je suis Erlich Dorilas, depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, pour présenter le Grand Journal. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, en air avec du style. Passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. Alors que le cessez-le-feu entamé le 8 avril doit s'achever, mercredi, Donald Trump annonce qu'un cargo iranien a tenté de franchir le blocus naval. Dimanche, le Tuska a alors été intercepté par la marine américaine qui a pris le contrôle du navire. Cet événement intervient alors que les pourparlers doivent reprendre à Islamabad lundi. Mais Téhéran ne compte pas y participer, selon la télévision d'État. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Alors que le cessez-le-feu entamé le 8 avril doit s'achever mercredi, Donald Trump affirme qu'un cargo iranien a tenté de briser le blocus imposé par les États-Unis sur les ports iraniens ce dimanche. Après avertissement, la marine américaine a ouvert le feu et pris le contrôle du navire. Un cargo battant pavillon iranien, le Tuska, long de près de 275 mètres et pesant presque autant qu'un porte-avions, a tenté de franchir notre blocus naval. Le destroyer lance-missile de la marine américaine USS Spruance a intercepté le Tuska dans le golfe d'Oman et lui a donné un avertissement clair pour qu'il s'arrête. L'équipage iranien a refusé d'obéir. Notre navire de guerre l'a donc stoppé net en perçant la salle des machines. À l'heure actuelle, les Marines américains ont pris le contrôle du navire. Le président américain accuse les Iraniens d'avoir tiré sur plusieurs navires, dont un français. La CMA-CGM confirme qu'un de ses cargos a été touché. Dans ce contexte, Iraniens et Américains vont-ils se retrouver à Islamabad pour négocier dans les heures qui viennent? Rien n'est moins sûr. Ce dimanche, la Maison-Blanche a confirmé l'envoi d'une délégation menée par J.D. Vance ce lundi au Pakistan. Jared Kushner et Steve Witkoff seront également de la partie. Mais ils risquent de se retrouver bien seuls. La télévision d'État affirme que l'Iran ne compte pas participer aux discussions. Selon l'agence officielle iranienne IRNA, il n'y a aucune perspective claire de négociations fructueuses. Le président du Parlement iranien indique qu'aucun terrain d'entente n'a été trouvé via la médiation pakistanaise. Certaines questions ont été réglées, d'autres non. D'autres propositions ont été avancées, mais nous sommes encore loin d'un accord définitif. Téhéran voudrait avant tout la levée du blocus américain sur les ports iraniens, qualifié de violation du cessez-le-feu. Le régime islamique assure avoir repris le contrôle du détroit d'Ormuz et empêché tout passage de navires. Tension croissante dans le Golfe. L'Iran promet une riposte imminente après l'arraisonnement d'un cargo par les États-Unis. La tension monte d'un cran entre Téhéran et Washington après l'arraisonnement d'un cargo iranien par la marine américaine dans le golfe d'Oman. Les autorités iraniennes ont annoncé qu'elles allaient riposter bientôt, dénonçant un acte de piraterie armé, une violation du cessez-le-feu en vigueur. Le récit est signé BFM TV dans ce grand journal. La réponse de l'Iran est une réponse très ferme. Les gardiens de la révolution ont affirmé qu'il y aura donc une réponse dure de la part des gardiens de la révolution contre les navires de guerre américains. L'agence Tasnim, qui est proche des gardiens de la révolution, a même affirmé que des drones d'attaque avaient visé dans la nuit plusieurs bâtiments de guerre américains dans l'océan Indien. Donc cela n'a pas été confirmé pour l'instant de manière officielle par les autorités iraniennes, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait donc des frappes contre des navires de guerre américains ou en tout cas des tentatives de frappe. Sur le plan diplomatique, il y a aussi un durcissement puisque le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, vient d'affirmer qu'il n'est pas question, il n'a jamais été question d'évoquer l'envoi à l'étranger des stocks d'uranium enrichis de l'Iran. C'est hors sujet et cela ne fait pas partie des discussions avec les Américains et que l'Iran n'avait aucun projet pour aller participer aux négociations d'Islamabad. Donc pour l'instant, c'est un durcissement de la part de Téhéran après l'incident, l'attaque qui a été menée contre un navire commercial.
mais on sait en même temps que l'Iran, qui bloque désormais le détroit d'Ormuz, a fait passer un super pétrolier iranien qui est entré en mer d'Oman malgré le blocus imposé par les États-Unis. Donc on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait d'autres tentatives de ce même type, et cela peut accentuer encore les tensions entre les deux pays. Nous irons au Pakistan dans ce grand journal. Diplomatie, incertitude autour de la délégation iranienne à Islamabad. À Islamabad, les préparatifs s'intensifient en vue d'accueillir des délégations diplomatiques de haut niveau, notamment en provenance d'Iran et des États-Unis. Cependant, un climat d'incertitude persiste quant à l'arrivée effective de la délégation iranienne attendue ce lundi 20 avril 2026. Les autorités pakistanaises ont multiplié les réunions de coordination sécuritaire et logistique afin de garantir le bon déroulement de ces échanges sensibles. Des dispositifs renforcés ont été déployés autour des sites officiels témoignant de l'importance stratégique de cette rencontre qui pourrait marquer une étape clé dans la discussion régionale. Écoutons les détails dans ce grand journal. Exactement, l'incertitude est totale ici sur la venue de cette délégation iranienne. Plusieurs choses déjà. Il y a ce blocus naval américain. Téhéran voudrait le voir levé, une condition préalable pour pourparlers. Et puis il y a aussi, vous l'avez entendu, cette saisie par la marine américaine d'un cargo iranien. Pourtant ici, Islamabad se tient prêt pour ces négociations. La sécurité est maximale. 10 000 policiers sont ici dans la capitale. De très nombreux checkpoints, 400 commandos d'élite lourdement armés et une centaine de snipers pour protéger notamment une zone rouge totalement interdite d'accès, notamment un hôtel qui avait été utilisé lors des derniers pourparlers. Et vous l'avez dit, cette délégation américaine, elle doit toujours arriver ici dans la soirée, nous disent les autorités pakistanaises. Nous resterons toujours dans la guerre en Iran. Pierre Lelouch, ancien ministre français et spécialiste des relations internationales, a livré une analyse préoccupante de la situation autour de l'Iran. Intervenant récemment dans les médias, il a déclaré « Je doute que l'Iran abandonne le contrôle du détroit d'Ormuz », soulignant l'importance stratégique cruciale de cette zone maritime. Écoutons Pierre Lelouch dans ce grand journal qui a été sur CNews. Bon, Trump, il a, par inadvertance, a donné à l'Iran une sorte de deuxième bombe atomique qui est encore plus dangereuse que la première, puisque les Iraniens ont découvert qu'avec Hormuz, ils faisaient chanter la planète tout entière. Donc c'est une arme redoutable et personnellement, je doute que l'Iran abandonne le contrôle de ce détroit. Ça va être une question majeure. Ce qui se passe aussi, Pascal, et qui est compliqué, d'après ce que je lis et d'après ce qu'on entend, la première réunion à Islamabad, c'est que la partie iranienne est très divisée. Il y a d'un côté les gardiens de la Révolution, et un dénommé Vahidi qui est le commandant des gardiens de la Révolution. De l'autre, il y a les politiques, il y a le président et le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, et le négociateur qui préside le Parlement. Les politiques cherchent un deal, les militaires pas du tout. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le 17, rappelez-vous, il y a 3 jours, le 17 avril, Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, et le patron du Parlement, Galiba, annonce que le détroit est complètement ouvert. Les prix du pétrole baissent. Le lendemain, le 18, les gardiens de la Révolution annoncent que c'est fermé. Et donc, on voit bien qu'il y a une contradiction à l'intérieur du régime qui complique la négociation. Alors maintenant, les Iraniens sont des gens qui ont inventé le jeu d'échecs, donc ils jouent le long terme. Ils mettent les Américains devant la responsabilité d'aller ou pas à Islamabad, c'est quand même à 10 000 km, 12 heures d'avion. Ils sont juste à côté. Alors que les conflits régionaux se multiplient à travers le monde, le président chinois Xi Jinping a proposé en 2022 l'initiative pour la sécurité mondiale, une approche chinoise visant à instaurer une sécurité collective à l'échelle internationale. Mais quels sont les éléments essentiels pour garantir une paix durable? Décryptage avec Madame Wenping, chercheuse à l'Institut de recherche sur l'Asie occidentale et l'Afrique de l'Académie chinoise des sciences sociales. Écoutons les détails dans ce grand journal.
L'initiative pour la sécurité mondiale a été proposée en 2022. Le président chinois Xi Jinping a clairement indiqué que cette initiative pour la sécurité mondiale devait adopter une vision globale et holistique. Nous considérons que la sécurité sur notre planète repose sur une communauté de sécurité partagée. Elle doit être considérée comme un concept de sécurité globale qui soit à la fois commun, complet, coopératif et durable. Prenons l'exemple du village global. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, même si nous n'avons pas connu de Troisième Guerre mondiale, nous assistons en revanche à de nombreux conflits régionaux, à des guerres qui éclatent çà et là de manière récurrente. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine dure depuis plus de 4 ans. Les bombardements israéliens sur Gaza n'ont jamais cessé. Et maintenant, nous voyons la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Mais il faut savoir qu'aucune guerre ne peut résoudre les conflits sur notre planète. Tous ces conflits doivent finalement être réglés par le dialogue et la concertation, et la paix doit être consolidée par le développement. En ce qui concerne les conflits en Afrique, nous observons que dans certaines zones de conflit, qu'il s'agisse de conflits internes ou entre pays, ces tensions existent depuis très longtemps. Le gouvernement chinois joue un rôle très actif dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits sur le continent africain. Non seulement nous envoyons des casques bleus participer aux forces de maintien de la paix de l'ONU, mais nous avons également nommé un envoyé spécial pour l'Afrique chargé de la médiation de ces conflits et différends. Cet envoyé spécial a déjà organisé au total 3 réunions sur la paix dans la région, en invitant tous les acteurs concernés à discuter des solutions à mettre en œuvre. De plus, la Chine se concentre sur le développement économique, qu'elle considère comme la clé principale pour résoudre des problèmes tels que le terrorisme, les litiges ou les conflits internes. C'est une base fondamentale. Aujourd'hui, la Chine s'investit et met en œuvre des actions concrètes pour aider l'Afrique à développer son économie, à lutter contre la pauvreté et à construire un processus de paix durable. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, on air avec du style, Alexa Open, Swag Radio. Écoutez-nous 24 heures sur 24 sur Alexa. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Donc restez bien informés, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, info sans bavure. Les infos à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite là-bas, au 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 214 1425. Brothers Café Créole, The Place to Be. Aux États-Unis, 8 enfants tués dans une fusillade en Louisiane. Le suspect, un homme de 31 ans et le père de 7 des enfants, a été abattu par la police. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Les États-Unis à nouveau ébranlés par une fusillade. 8 enfants ont été tués et 2 femmes blessées dans une attaque par arme à feu dans 2 habitations distinctes à Shreveport, dans le nord-ouest de la Louisiane. Un 9e enfant a survécu et a été hospitalisé pour une blessure sans gravité. Le suspect est un homme de 31 ans et le père de 7 des enfants. Il a été abattu par la police à l'issue d'une course-poursuite. Our officers responded, located the scene, located the 8 individuals, the children that were dead, and they tried to provide aid where they could, but ultimately were unable to save any of them. There was a child that jumped off the roof. We were able to get him to a hospital, and he is expected to survive. L'une des femmes blessées était l'épouse du suspect et la mère de 7 des enfants tués.
Selon la police, le suspect déjà arrêté en 2019 pour détention illégale d'armes aurait utilisé un fusil d'assaut. Il s'agit de la tuerie par arme à feu la plus meurtrière aux États-Unis depuis la mort de 8 personnes dans une banlieue de Chicago en janvier 2024. Nous irons en Johannesburg, en Afrique du Sud. Nouveau rebondissement dans une affaire qui a suscité une vive émotion en Afrique australe. Le fils de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe plaidé coupable devant un tribunal de Johannesburg dans le cadre d'une affaire de fusillade survenue récemment dans la métropole sud-africaine. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Le plus jeune fils de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a plaidé coupable vendredi d'avoir pointé une arme à feu et séjourné illégalement en Afrique du Sud. Bellarmine Chatunga Mugabe, 29 ans, était en garde à vue avec son cousin et co-accusé Tobias Mugabe Matonose pour tentative de meurtre à la suite d'un incident survenu dans le quartier chic de Hyde Park à Johannesburg. Bellarmine a par ailleurs nié avoir tiré et gravement blessé son jardinier à la suite d'une altercation, pendant que son cousin lui reconnaît la tentative de meurtre et les infractions faites aux lois sur l'immigration et les armes à feu. L'avocat de la famille a indiqué avoir initialement entamé des discussions avec le ministère public dans le but de conclure un accord sur le plaidoyer et la peine, des discussions qui auraient finalement échoué à la dernière minute. L'affaire est ajournée au 24 avril prochain. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, annonce 19 accords avec la Chine et soutient Pékin en tant que médiateur au Moyen-Orient. En visite en Chine pour la 4e fois en 3 ans, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a exprimé son soutien à une implication accrue de la Chine dans l'ordre mondial. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a défendu mardi le rôle de la Chine en tant qu'acteur clé de la stabilité internationale. En visite officielle à Pékin, il a également annoncé 19 nouveaux accords bilatéraux qui visent à renforcer les relations économiques entre les deux pays. Après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, Pedro Sanchez a confirmé l'ouverture d'un dialogue stratégique avec Pékin et il a appelé la Chine à accentuer sa coopération avec l'Europe. He tenido la oportunidad de comentar con el presidente Xi las reformas que nuestro sistema multilateral necesita para reconocer de mejor manera la realidad multipolar del mundo de hoy. Pedro Sanchez cherche à renforcer les liens commerciaux avec la Chine, après que le président américain Donald Trump a menacé de rompre les relations commerciales avec l'Espagne. Le torchon brûle entre Madrid et Washington depuis que Pedro Sanchez a rejeté les exigences de Donald Trump en matière de dépenses de défense lors du dernier sommet de l'OTAN à Copenhague. Les tensions ont encore monté d'un cran quand l'Espagne a interdit son espace aérien aux avions américains en route vers l'Iran et refusé les appels de Trump visant à assurer la sécurité du détroit d'Ormuz. Avec cette nouvelle visite de Pedro Sanchez, l'Espagne cherche à se positionner comme un interlocuteur privilégié entre l'Europe et la Chine, dans un contexte international de plus en plus fragmenté. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Ariana, une jeune étoile qui fait rêver tout un pays. Une vague de fierté et d'espoir traverse actuellement Haïti grâce à une jeune femme devenue symbole de réussite et de détermination. Ariana sacrée récemment championne du concours international House of Challenge. Elle incarne aujourd'hui l'excellence, le courage et le potentiel de toute une génération. Son parcours impressionnant, marqué par le travail acharné, la discipline et une forte personnalité, a su captiver non seulement le public haïtien, mais aussi une audience internationale. Ariana ne représente pas seulement une victoire personnelle, elle porte également les couleurs d'Haïti sur la scène mondiale, redonnant espoir à une jeunesse souvent confrontée à de nombreux défis. Écoutons les détails dans ce grand journal. Bonsoir Haïti. Nous, on n'a pas compris. Bonsoir Haïti. Bonsoir. C'est moi ou c'est la vieillesse? Bonsoir Haïti. Bonsoir. Merci beaucoup. Déjà, merci à ces autorités, merci à vous-même. Vous avez attendu jusqu'à cette heure. Nous sommes touchés profondément. Merci à vous les autorités. Déjà,
on a une grosse mission ici. J'entre directement dans le vif du sujet. House of Challenge édition 9 se passera en Haïti. Maintenant, vous devez savoir, la mission elle est très simple. Partout dans le monde, il y a la pauvreté. Même en Allemagne où je vis, même chez lui. Partout dans le monde, il y a des disputes, il y a des guerres de gauche à droite. Mais est-ce qu'il faut toujours montrer ça? House of Challenge, non. Les gens doivent savoir à l'extérieur, Haïti a aussi des plages. Haïti a des restaurants. Haïti a des hôtels. Haïti a du beau. Chez nous, en Afrique d'où on vient, on en a marre d'entendre quand tu dis Haïti, on va penser au séisme. On va dire Haïti, il faut collecter. Non. À House of Challenge, vous avez pu nous montrer, Haïti c'est aussi l'union fait la force. Donc, ici, devant vous tous, je vous prends à témoin. Nous avons besoin. Je dis que on est super content d'être arrivé en Haïti. Au départ, les gens voyaient sur les réseaux sociaux. Mais chaque côté arrivé, moi toujours tiens à ce que nous dit ça. Et il y a un candidat qui est le Koda qui te dit une parole qui te marqué en ville que liberté a pas un luxe, mais c'est un droit. Et chaque côté arrivé m'a dit, c'est pas politique, mais c'est un jeune citoyen qui veut liberté pour payer. Et Haïti mérite liberté. Nous méritons Haïti en l'autre gens. Nous devons Haïti en l'autre gens. Et pour arriver plus loin, pour demander la paix pour Haïti. Et je tiens à faire appel à tout monde pour la paix dans le pays. Haïti besoin de la paix. Haïti mérite la paix. Si nous Madame la mairesse, Madame la directrice générale du ministère du Commerce, Monsieur Zidane, les directeurs départementaux, dignes représentants des institutions publiques et privées, chers membres de la délégation de House of Challenge, chère Ariana, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Ce soir, nous célébrons une voix qui s'est levée pour rappeler au monde que même dans l'adversité, Haïti ne cesse jamais de se relever. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Nous irons à Petit Goâve, une vive inquiétude s'est emparée des habitants de Petit Goâve après la crue soudaine de la rivière Ladigue provoquant d'importantes perturbations sur la route nationale numéro 2. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les fortes pluies enregistrées ces dernières heures ont entraîné une montée rapide des eaux, transformant la rivière Ladigue en un véritable torrent. La chaussée reliant Petit Goâve à d'autres communes du département de l'Ouest est désormais partiellement submergée, rendant la circulation extrêmement difficile, voire impossible. Écoutons un extrait dans ce grand journal. C'est lui-même qui fout tout nous la journée. Depuis qu'il arrive, qu'il arrive sous la mer, et sous la mer, la riaille, il n'y a pas besoin de nous même à terre. Et ça qui fait notre mourir la journée aujourd'hui. Et puis, il y a une prêtesse sur nous encore. Qui caca ça? Et sous la mer, il fait route là, il n'y a pas besoin de route nationale là. Et puis, il bloqué. La PV, c'est l'argent en particulier. Nous ne pas l'argent en particulier, c'est seulement pour gabion nous besoin. Donc voilà, et c'est souvent la digue Tigouave, je viens de regarder là, et mon même qui
est bloqué tel Cavatistan, côté magistrat lui-même avec le commissaire du gouvernement, magistrat admirable lui-même, et qui a fait intervention dans la DICA, n'a pas gardé, et le commissaire du gouvernement, Danilo Valles, qui a parlé avec nous, le commissaire du gouvernement, qui a calmé la population. Il a parlé de la tête magistrat. Oui, magistrat, nous, vous l'avez dit. Bon, nous connaissons la DICA un peu le problème. La DICA un peu le problème et les victimes. Et il y a une revendication qui est légitime. Côté qu'il y a pas de tirage dans la rivière, il n'y a pas de gabionnage dans la rivière et il y a demandé pour monter en haut pour traiter le problème, pour traiter le bassin versant. C'est ça la principale revendication mondiale. Et nous-mêmes nous visitons, les victimes en pile. Les victimes en pile. Ils n'ont pas de côté pour arrêter. Ils n'ont pas dit tout ça, ils ont gagné. Donc c'est pour raison ça. Nous demandons des protections civiles. Rapide, pour faire intervention rapide. Nous demandons des pouvoirs centrales là. Intervention rapide, parce que mon yo est victime. Yo victime en pile. Là, en attendant, c'est boucher brèche, côté qui est bleu déversé, pour venir sur la route nationale et aller dans la ville. Même pas mon qui est d'accord. Yo même yo toujours ne doit pas d'accord. Mais nous-mêmes comme autorité, il faut nous prendre mesures préventives pour nous agir pour plus pour ne pas victime. En attendant que l'État nous fait plaidoyer bon côté l'État pour l'État prend en compte les revendications mondiales. Ok? Là, nous gagnons un doseur et puis nous gagnons une pelle mécanique qui l'a toujours cap monté. En attendant que nous tant l'autre matériel, le matériel qui a sorti au caille, qui sont l'autre pelle mécanique, nous gagnons un doseur qui pour distriant, qui en panne. Juste au côté que le tir pour sur Jacmel et ils ont déjà fait, et pas en panne, non, alors coller, ils ont déjà fait manœuvre pour. C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 20 avril 2026, jour du 130e marathon à Boston. La météo prévoit des conditions idéales pour la course, mais fraîches pour les spectateurs avec un ciel variable. Et au niveau de température, oui, température maximale proche de 48 degrés Fahrenheit et 53 degrés Fahrenheit dans l'après-midi. Conditions plutôt nuageuses et devenant plus froid avec des passages ensoleillés. Précipitations risque très faible depuis en matinée, 15%, possiblement quelques averses légèrement brunes, épaisses l'après-midi. Vent soutenu d'ouest, de nord à nord-ouest, à 16 à 24 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 32 à 40 km par heure. Le vent donnera une impression de fraîcheur avec un ressenti proche du milieu des années 30 degrés Fahrenheit environ le matin. Eh bien, c'est la page météo pour ce lundi. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Boston, Massachusetts, voilà. Oui, c'est la fin de ce grand journal. Pour écouter le grand journal sur Swag Radio Énergie, le feu et l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio on air avec du style. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, sans bavure. Les infos à la vitesse de la lumière. Sur WhatsApp et sur Facebook, Brothers Café Créole. La bonne cuisine haïtienne au 2 sera le 19 Main Street, Everett, chiffré le 617 214 1425. Joyeux lundi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir. À demain.